Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. On va commencer donc cet atelier économie circulaire et tiers-lieux. Et on a donc 1h30 d'un beau programme assez chargé. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment les tiers-lieux peuvent être des lieux d'expérimentation des pratiques circulaires. Et cet atelier a pour but vraiment de sensibiliser les collectivités franciliennes aux liens encouragés entre les acteurs de l'économie circulaire et des tiers-lieux. Et il s'adresse aux directions techniques des collectivités en charge de l'économie circulaire, sociale solidaire, ainsi qu'aux acteurs des tiers-lieux et de l'urbanisme transitoire. Alors, je me présente, je m'appelle Émilie Jarousseau, je suis urbaniste à l'Institut Paris Région et en charge de l'animation de ce webinaire auprès de la région Île-de-France, qui a lancé cette communauté des territoires franciliens circulaires dans le cadre de sa stratégie régionale donc d'économie circulaire. Et je vais donc laisser tout de suite la parole à Anne-Sophie de Kerangal, qui est donc la chef de service économie circulaire et déchets de la région Île-de-France et qui va vous présenter donc la SREC. Anne-Sophie, c'est à toi. C'est bon, on voit bien la présentation. Ah, il faut que j'allume le micro avant de mettre la présentation, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc, D'accord. bonjour à tous. Voilà, je vous partage donc du coup la présentation. Ça va venir. Voilà, on y C'est bon. est. Bonjour à tous. Donc, je suis Anne-Sophie de Kerangal, comme le disait Émilie. Je vais vous présenter le cadre dans lequel est organisé ce webinaire, donc dans le cadre de la stratégie régionale d'économie circulaire qui a mis en place cette communauté des territoires franciliens, dont l'objectif est de sensibiliser, d'informer, de partager des retours d'expérience autour des initiatives que portent les acteurs des territoires franciliens en lien avec l'économie circulaire. Alors, ce webinaire, on l'a bien sûr préparé avec l'IPR qui coanime cette communauté, donc Émilie et Karine qui se représenteront un peu plus tard, et puis avec Agnès Nalin qui est avec moi ce matin et qui est dans le service économie circulaire et déchets de la région et qui est référente foncier, parce qu'il y a une histoire aussi de foncier transitoire qui est en lien avec ces tiers-lieux. Mais aussi, on aura un de nos collègues de la direction de l'aménagement durable qui viendra vous parler foncier transitoire un petit peu plus loin dans le déroulé de l'atelier. Voilà, donc je vais vous redonner un peu l'origine de cette démarche. Donc bien sûr, hein, je vous ai remis là un peu les fondamentaux de l'économie circulaire pour dire que la région, elle s'est, comme beaucoup de territoires franciliens, mobilisée sur cette question d'évolution du modèle linéaire qui est j'extrais, je produis, je consomme, je jette, vers un modèle circulaire pour aller vers plus de sobriété, plus d'économie de nos ressources et donc plus de circularité. Ça, au vu des tonnages assez importants, enfin très importants qu'on génère en Île-de-France, que l'ensemble des activités franciliennes génèrent, mais aussi avec l'augmentation de la consommation de nos ressources et l'augmentation de la consommation tout court, avec, je dirais, une logique de limite à cette consommation, de limite à nos pratiques et de limite à nos modèles. Et donc, cette réflexion sur l'économie circulaire et la sobriété nous amène à réfléchir à de nouveaux modèles, à de nouveaux modes de faire pour aller vers plus de réemploi, moins de consommation, voilà, à faire mieux avec moins et donc à avancer sur ce chemin de l'économie circulaire. Alors, suite à ces constats partagés, hein, en 2020, la région a adopté sa stratégie en faveur de l'économie circulaire avec nos deux élus qui sont Yann Verling et Sophie Deschiens, de façon à mobiliser l'ensemble des politiques de la région. Donc la logique de la stratégie d'économie circulaire et celle qu'on essaye aussi de promouvoir auprès de l'ensemble des territoires, c'est vraiment d'agir en transversalité en mobilisant tous les leviers qu'une collectivité a pour faire cette transition vers l'économie circulaire et aussi d'avoir une démarche partenariale. Nous, on l'a à l'échelle de la région, vous l'avez à l'échelle de vos territoires, et donc de travailler en collectif, en coopération pour avancer sur ce sujet.
Donc, dans le cadre de stratégie, on a défini 10 objectifs. Donc, aujourd'hui, on en a un qui est vraiment au centre de cette communauté des territoires franciliens circulaires, c'est d'atteindre 100% des territoires engagés. Et donc, c'est une communauté qui est co-animée par la région et l'IPR de façon à avoir aussi ce regard transverse sur tous les sujets de nos territoires franciliens. Je vous ai remis à gauche les grands objectifs de la stratégie. Aujourd'hui, on va être en lien avec plusieurs parce que le tiers-lieu, c'est un lieu euh, euh, mixte, hybride, donc qui hybride en fait les sujets. Et donc, on va être à la fois au centre des territoires, de l'économie, du réemploi, enfin beaucoup de sujets qui vont nous parler économie circulaire. Voilà, les terres-lieux et l'économie circulaire étaient faits pour se rencontrer et donc c'est le cas. Et donc, quand on regarde cette logique de tiers-lieu et d'économie circulaire, on voit que l'économie circulaire s'interroge sur des nouveaux modèles et le tiers-lieu est typiquement un modèle innovant, multi-activité. On reviendra sur sa définition juste après, qui permet d'hybrider ces sujets avec l'économie circulaire. Alors, nous, on voit que quelquefois, ça part d'un sujet d'économie circulaire et ça devient un tiers-lieu. Et puis, des fois, c'est l'inverse. Et donc, voilà, j'ai remis enfin, quelques sujets qui rejoignent cette logique de tiers-lieux, voilà, que ce soit le réemploi, les ressourceries, qui sont des lieux de partage, de sensibilisation, les repair cafés, les ateliers de réparation, le zéro déchet. J'ai aussi mis les PLP-DMA, donc qui sont portés par les collectivités, qui sont des programmes locaux de prévention et de gestion des déchets, et donc qui visent à justement trouver des lieux, des partenaires, des lieux de rencontre et de partage pour coopérer sur cette logique d'économie circulaire. Et les tiers-lieux en font partie. Voilà, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les matériothèques, l'upcycling, enfin, plein de mots-clés comme ça qui tournent autour de ce sujet des tiers-lieux et qui font partie de l'économie circulaire. Donc, on va voir aujourd'hui comment tout ça se rencontre et prend forme sur les territoires. Ça concerne les territoires urbains comme les territoires ruraux. Et on a une logique de foncier, je vous le disais. Donc, quelquefois, ça commence par un lieu de foncier transitoire et puis ça se pérennise au travers de partenariats ou de lieux qui sont mis à disposition par les collectivités ou les bailleurs ou d'autres acteurs du territoire. Voilà un petit peu le lien qu'on fait dans ce cadre-là, dans la politique régionale. Un mot sur notre dispositif Zéro déchet économie circulaire qui nous a permis d'aider aujourd'hui beaucoup de projets de ressourcerie, de recyclerie, de filières de réemploi et qui nous permet aussi de soutenir les têtes des réseaux du réemploi puisque c'est un des liens forts avec ces tiers-lieux. Donc le REFER, Réunif, qui est sur les campus et le réseau VRAC et Réemploi qui s'occupe plutôt du réemploi des emballages. Juste après, je vous ai mis quelques exemples, hein, on en verra d'autres de ressourceries, de recycleries ou de lieux particuliers, voilà, qui sont peut-être pas encore des tiers-lieux, mais qui pourraient le devenir demain. Et donc, voilà un petit peu pour vous donner un peu le cadre général dans lequel se positionne ce webinaire ce matin. Et voilà, je vais laisser la parole à Émilie et Karine pour vous donner plus en détail les activités de la communauté. Voilà, je vous ai remis tous les chargés de mission qui travaillent à la région sur ces sujets de l'économie circulaire et des déchets. Je vous souhaite un très bon webinaire et voilà, je reste avec vous pendant tout ce temps d'échange. Merci Anne-Sophie de Carangal. Et donc, comme elle vous l'a dit, je vais revenir très brièvement sur cette communauté. Elle vous a donc expliqué, c'est la région Île-de-France et l'Institut Paris-Région qui la co-anime. C'est vraiment un lieu d'échange, d'accompagnement. Et pour que vous compreniez un petit peu la diversité donc des thèmes, en moyenne, on a à peu près 4 ateliers par an avec des sujets très, très divers. En 2025, on a eu par exemple un atelier Europe où l'objectif, c'était vraiment de porter à connaissance des collectivités franciliennes les opportunités de financement et d'appui des institutions européennes. On a eu un autre atelier qui portait sur la gestion circulaire des urines pour mieux comprendre donc les enjeux liés à la séparation à la source et les solutions techniques à mettre en place.
On a eu donc fin 2025 un atelier, un double atelier, puisqu'on voulait faire un atelier économie circulaire et culture. Et comme le sujet est très vaste, mode, musée, cinéma, on l'a fait en 2 temps. Donc un webinaire et un atelier d'échange avec une visite à la réserve des arts à Montreuil. Et puis donc pour 2026, on démarre aussi avec ce double atelier. Donc le thème économie circulaire et tiers-lieux, qui donc se présentera avec un webinaire aujourd'hui et puis une visite atelier visite en avril. Alors pour ce webinaire, je voulais donc remercier Karine Camor, qui est donc évidemment mon binôme sur l'animation de la communauté à l'IPR, Agnès Nalin et David Aboukière au Conseil régional d'Île-de-France, Adèle Sulvic de A+, c'est mieux, donc, qui est le réseau des tiers-lieux franciliens et qui est notre partenaire donc, pour cet atelier. Et puis évidemment, un grand merci à nos divers intervenants qui vont parler ensuite de leur retour d'expérience en tant qu'acteurs des tiers-lieux au sein du territoire francilien. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Chaque intervenant, donc à 8-10 minutes maximum, on va essayer de, voilà, de vraiment tenir les délais. Sinon, il faudra que je vous le signale pour qu'on soit pas trop en retard. Et puis, vous avez déjà dû voir donc, dans le chat des premiers éléments qui sont donc proposés, indiqués et différents liens. Donc, n'hésitez pas. Dès qu'on pourra, au moins à la fin des 2 parties, on essaiera de prendre 1 ou 2 questions dans le chat. Merci. Donc, on va commencer avec Karine Camor sur donc toute la partie les enjeux et les spécificités de l'économie circulaire dans les tiers-lieux franciliens. Et donc, Karine est socio-économiste à l'Institut Paris Région et elle va nous faire un cadrage régional des tiers-lieux et leur rôle dans les dynamiques de transition territoriale. Merci, Karine. Ton micro est fermé, Karine. Je vais vous partager ma présentation. Je ne sais pas si vous voyez. C'est bon, ouais. Bon. Alors oui, effectivement, à l'Institut Paris Région, on travaille sur les tiers-lieux depuis 2018, 8 ans maintenant. On a accompagné la région dans la mise en place de sa politique à un moment où elle soutenait les tiers-lieux de 2017 à 2022. Et donc, on s'est interrogé sur cet objet. Je vais vous présenter quelques éléments sur la définition et le fonctionnement notamment de ces lieux. À l'origine, donc, la notion de tiers-lieu a été introduite par le sociologue américain Ray Oldenburg dans un livre qui s'appelle The Great Good Place en 1989. Et c'était à l'occasion d'une étude sur l'évolution de la structure urbaine aux États-Unis. Il propose ce concept en fait afin de caractériser des lieux de vie en dehors du domicile et du travail. Donc une troisième place qui offre un environnement accueillant et propice aux échanges sociaux et à la création de liens sociaux. Ensuite, plus récemment, nous avons le sociologue Antoine Buchet qui a travaillé sur les tiers-lieux et qui a posé que ces lieux sont des configurations sociales au-delà des lieux physiques. Et il répondait en fait à un enjeu de créer du lien social. Il a fait le parallèle avec les cafés. Il y en avait 500 000 entre les 2 guerres. Aujourd'hui, on en compte 40 000 à peu près. Et on voit qu'il y a une diminution constante de ces lieux de sociabilité, notamment dans les zones rurales. Alors, il y a un foisonnement de définitions, des définitions qui vont du ministère de la Cohésion des Territoires, qui définit ces lieux comme des nouveaux lieux du lien social, de l'émancipation et des initiatives collectives. France Tiers-Lieux, qui est le réseau national des tiers-lieux, comme des laboratoires de redynamisation. Et le Robert, qui en 2022 a fait entrer ce terme tiers-lieu dans son dictionnaire et qui les définit comme des espaces de sociabilité, d'initiative citoyenne, où une communauté peut se rencontrer, se réunir, échanger et partager ressources, compétences et savoirs. Donc on voit qu'il y a un foisonnement de définitions, mais des caractéristiques communes. France Tiers-Lieu en retient 5 pour définir un tiers-lieu.
Ce sont des lieux donc, qui ont un fort ancrage territorial, qui répondent à des besoins territoriaux et qui engagent pour ce faire des coopérations locales en mobilisant des acteurs du territoire, des pouvoirs publics, des entreprises, des associations ou des universités. Ce sont des lieux dans lesquels une communauté d'acteurs locaux est engagée, une communauté d'acteurs qui développent des projets innovants en mutualisant des équipements, des moyens et des compétences. Une autre caractéristique, c'est une gouvernance partagée avec l'ensemble des parties prenantes et notamment les usagers des lieux qui peuvent être impliqués dans la définition et l'orientation du projet de territoire. Et une autre caractéristique, c'est l'hybridation d'activités. On en a parlé, avec des activités multiples et des modèles économiques qui s'équilibrent entre des activités qui peuvent être lucratives, comme la formation, la location d'espace ou la restauration, et des activités qui sont plutôt d'intérêt général, comme l'inclusion numérique ou les activités sociales. Une dynamique d'expérimentation et d'innovation. On voit que ce sont des espaces qui sont dédiés à la pratique, au faire soi-même, que ces tiers-lieux sont évolutifs et qu'ils s'adaptent en fonction des nouveaux projets et des besoins des territoires. Et on voit que ces critères sont pour la plupart également partagés et qui qualifient les projets d'économie circulaire sur un territoire. Les espaces plutôt hétérogènes, ces tiers-lieux peuvent contenir plusieurs activités et plusieurs usages, comme on l'a vu, comme par exemple des espaces de coworking, des ateliers partagés, des ateliers de fabrication du numérique ou des Fab Labs, des ressourceries, des friches culturelles, des maisons de services. On voit que chaque lieu a sa spécificité et son fonctionnement, son propre mode de financement et sa communauté, mais tous permettent des rencontres informelles, des interactions sociales et favorisent la créativité et les projets collectifs. En résumé, dans les tiers-lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe et on crée du lien social. On a essayé de catégoriser les tiers-lieux, même si les tiers-lieux n'aiment pas trop être dans des cases. On a essayé de faire une typologie en fonction des activités qui y sont menées. Donc certains tiers-lieux sont orientés plutôt sur le travail et l'emploi, d'autres sur la culture, sur le lien social, le numérique. Et en lien avec l'économie circulaire, ce serait plutôt ceux qui sont plutôt orientés dans l'écologie pour accompagner la transition écologique, la fabrication locale, participer à la relocalisation de certaines activités de production et de savoir-faire locaux, l'alimentation durable ou encore l'apprentissage par le faire. En termes d'usagers, un profil varié, on voit qu'il y a des étudiants qui peuvent venir dans ces tiers-lieux, des collectifs, des associations, des professionnels, comme des entrepreneurs ou des télétravailleurs, des makers, des scolaires, des artistes ou des habitants, visiteurs qui sont un peu curieux et qui veulent voir un peu ce qui se passe dans ces lieux. On a fait un travail de cartographie à l'IPR, justement pour évaluer cette dynamique depuis 2017. Donc, il y avait une définition assez large des tiers-lieux qui est en train de se resserrer en fonction des critères que je vous ai présentés. Là, on a pris des espaces de travail partagés au sens large. On en avait 620 en 2017 et en 2022, on est à plus de 1000 tiers-lieux dans le paysage francilien. On voit que c'est un phénomène qui est principalement urbain, mais qui essaime également en grande couronne. On a près de la moitié des tiers-lieux qui sont sur Paris, mais on voit que le nombre a doublé pour atteindre près de 300 tiers-lieux en grande couronne. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a pu observer, cet essaimage dans les territoires plus ruraux. Je vous ai mis le lien vers notre carte. On a préparé une cartovis des tiers-lieux que vous pourrez retrouver sur notre site. Finalement, les tiers-lieux et l'économie circulaire, qu'est-ce que ces tiers-lieux peuvent offrir à l'économie circulaire? Plusieurs choses. Tout d'abord, une communauté d'acteurs sensibilisés et engagés, avec des ateliers, des fresques, des formations aux enjeux de l'économie circulaire et des pratiques responsables, des dynamiques et une volonté de mutualiser, de partager des ressources, des outils, des matériaux et encourager le réemploi et la réparation afin de prolonger la durée de vie des produits.
Ils peuvent y trouver, ces acteurs de l'économie circulaire, également une diversité des publics au sein des tiers-lieux, avec, comme on l'a vu, des entrepreneurs, des chercheurs, des habitants, pour favoriser le décloisonnement et l'innovation citoyenne. Et enfin, l'accès à des réseaux de partenaires qui permettent la coopération au niveau local et accompagner les projets circulaires. Voilà, tout ça favorise un environnement propice à l'innovation, notamment sociale et citoyenne. On a mené une enquête en 2022 pour essayer de voir quelles étaient les actions mises en place par les tiers-lieux en faveur de la transition écologique. Donc, c'était après le Covid. Et on se rend compte que 94% de ces lieux ont mis des actions plus ou moins en faveur de cette transition écologique. La plupart font des ateliers de sensibilisation auprès des utilisateurs. Il y a également des incitations au zéro déchet. Les circuits courts mis en avant également avec souvent la distribution de paniers ou de valorisation de marchés locaux ou de paniers AMAP, des investissements en vue de réduire leur impact carbone, mais également des activités par rapport à l'économie d'énergie, des investissements pour faire des économies d'énergie, la restauration aussi responsable, bio ou locale. Il facilite également les mobilités douces et 21% nous ont parlé de ressourcerie, réemploi et recyclage également au sein de leurs espaces et des hypercafés qui se développent de plus en plus au sein de ces lieux. Le rôle des collectivités, il est multiple, on en a mis quelques-uns. Comment les collectivités peuvent accompagner ces dynamiques en mettant à disposition leur patrimoine bâti pour ou réhabiliter certains lieux dans le cadre de la création d'un tiers-lieu. Ils peuvent accorder des autorisations temporaires d'occupation de lieux qui étaient jusqu'alors inoccupés, comme par exemple les friches. Ils peuvent également soutenir financièrement ces tiers-lieux en favorisant des investissements. Ils peuvent également adopter la compétence tiers-lieu et leur permettre de manière collaborative de soutenir le développement de ces espaces au sein de leur territoire. Et encore, ils peuvent impulser et coporter des projets de création de tiers-lieux et décider que ces lieux soient dédiés à l'économie circulaire. Je vais rapidement faire un petit tour sur des initiatives inspirantes. Je ne vais pas les développer, je vais juste comme ça les présenter. C'était une tournée des tiers-lieux que nous avons menée en 2022, une quinzaine de tiers-lieux que nous avons visités dans différents contextes, urbains, ruraux ou périurbains, pour mieux comprendre leur fonctionnement. Donc, on a vu des tiers-lieux qui étaient plutôt orientés coworking et entrepreneuriat, des espaces plutôt orientés numérique et artisanat d'art, des tiers-lieux plutôt culturels, des projets d'urbanisme transitoire. David va nous en présenter quelques-uns dans sa présentation juste après. Des espaces qui sont plutôt orientés agriculture et alimentation durable, et des espaces orientés transition écologique. Et c'est Adèle qui va pouvoir vous en parler juste après également. Et voilà, on vous a mis un certain nombre de ressources si vous voulez en savoir plus sur ce sujet passionnant. Merci beaucoup, Karine. Et puis, dans le chat également, des liens vers les cartes. Vous avez aussi toute l'information. On va passer tout de suite à Adèle Sulvic, donc chargée de projet accompagnement et transition écologique à A+, c'est mieux, donc notre partenaire. Et elle va nous présenter l'étude faite avec l'ADEME, tiers-lieux et transition écologique, des lieux ouverts pour des actions écologiques de proximité. Merci Adèle. Merci à vous. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de pouvoir participer à ces échanges aujourd'hui. Nous, à Plus c'est mieux, on est un réseau donc, de tiers-lieux, de travailleurs et de travailleuses de tiers-lieux. On fédère l'écosystème en Île-de-France, on organise la rencontre entre les acteurs, le partage de pratiques, puisqu'on croit beaucoup à ces dimensions d'apprentissage collectif et de co-apprentissage. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec les collectivités pour les aider à s'acculturer à cet objet et pour aider les tiers-lieux aussi à bien travailler avec leur collectivité. Et enfin, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est notre travail autour de la transition écologique et des tiers-lieux, puisque on a réalisé, on est en partenariat depuis 2023 avec l'ADEME Île-de-France
pour faire un état des lieux de la transition écologique dans les tiers-lieux. C'est un sujet qu'on entend beaucoup dans l'écosystème depuis de nombreuses années, mais qui n'avait encore jamais vraiment été traité pour pouvoir formaliser les actions que faisaient les tiers-lieux sur les enjeux de transition écologique, essayer de les objectiver un petit peu, de les nommer et de les mettre en avant. Et donc, c'est ce qu'on a pu réaliser avec l'ADEME Île-de-France. Ça a pris plusieurs formes. On a déjà réalisé une cartographie que vous pourrez retrouver sur notre site internet qui recense plus de 150 lieux engagés dans la transition écologique et qu'on a pu catégoriser selon 3 types d'actions. Des actions en lien avec la gestion de leur lieu et les pratiques mises en place au sein du lieu de façon vertueuse, des actions en lien avec leur cœur d'activité, que ce soit des ressourceries, des cafés-cantines durables, etc. Et, comme le disait Karine, des actions en lien avec la sensibilisation qui peuvent prendre la forme d'événements, d'ateliers et en tout cas de tout un tas d'actions qui s'adressent directement au grand public pour les sensibiliser aux enjeux de transition écologique. Une autre forme qu'a pris notre travail, ce sont ces monographies. 8 portraits de lieux engagés dans la transition écologique pour illustrer davantage, donner à voir, raconter ce que font les tiers-lieux dans les enjeux de transition écologique. Il y en a beaucoup, on le remarque, qui s'engagent effectivement autour de l'économie circulaire. Karine, tu as mentionné la mine parmi tes exemples. Je pourrais aussi vous parler des ciboulettes en Seine-et-Marne qui travaillent autour de l'alimentation. On a évidemment l'ébullition, la tribu, dont on va pouvoir entendre un mot aussi tout à l'heure, la Petite Roquette à Paris, le Fab Lab La Verrière, dont je vais vous parler aussi davantage juste après. En tout cas, ce sont de chouettes portraits qui permettent de mettre en récit ces actions et de les raconter. Et enfin, on a donc cette étude qui recense plus d'une centaine d'exemples de lieux qui racontent un peu tout ce qu'ils peuvent faire en lien avec la transition écologique et dans diverses thématiques qui vont de la biodiversité à la gestion du foncier, en passant évidemment par l'économie circulaire, mais aussi l'écologie populaire. On a pu écrire cette étude avec l'aide d'une quarantaine de contributeurs et contributrices situés à divers endroits de l'écosystème des tiers-lieux pour pouvoir vraiment représenter l'ensemble de ce que font les tiers-lieux dans toute leur diversité. Pour vous en donner quelques mots des résultats qu'on a pu soulever avec cette étude, par rapport aux actions de gestion du lieu, je pourrais dérouler davantage là-dessus, mais ça peut toucher la manière dont on aménage le lieu, par exemple avec le TLM qui a pu aménager son lieu entièrement en réemploi. Dans d'autres thématiques comme la biodiversité, on a le Shakiraï à Paris également qui mène des actions au-delà de son cœur d'activité pour favoriser la présence de la biodiversité dans son lieu. Par rapport au cœur d'activité, Karine en a parlé, mais effectivement, il y en a beaucoup qui choisissent d'orienter directement leurs activités pour en faire des activités de transition écologique, que ce soit en créant des ressourceries pour pouvoir récolter, revaloriser, redistribuer des objets, des vêtements, des matériaux de réemploi, que ce soit de la fabrication locale, de l'agriculture aussi vertueuse, ou encore de la promotion de la mise en partage de machines spécifiques entre des travailleurs qui en ont besoin, comme par exemple au plateau fertile autour de la mode durable. Et enfin, des lieux de sensibilisation, vous en connaissez probablement déjà certains. La recyclerie à Paris, pardon, qui organise énormément d'événements pour parler justement de transition écologique. Le campus de la transition également, qui a orienté ses activités autour de la recherche et de la formation autour d'enjeux de transition écologique. Et puis le Moulin de Pont-Rue qui accueille des activités de permaculture auprès du grand public, ou le Quai des Possibles qui a choisi d'accueillir dans son coworking des structures de l'ESS. L'étude, elle nous a appris que les tiers-lieux, leur rôle dans cette transition écologique, c'est vraiment d'être des lieux d'ultra proximité pour engager les citoyens et construire des coopérations avec les acteurs et les actrices de leur territoire.
On peut s'appuyer sur les tiers-lieux parce qu'effectivement, l'hybridité de leur modèle leur permet d'apporter des réponses à la complexité de la crise environnementale et des crises écologiques et sociales qu'on connaît aujourd'hui, parce que ce sont des lieux d'expérimentation et d'innovation qui permettent de tester tout un tas de solutions, d'en tirer des leçons et de les essaimer, parce que ce sont des lieux de transition citoyenne et démocratique qui mettent en place bien souvent de la sobriété, que ce soit par choix ou par nécessité. Et parce que, enfin, ce sont effectivement des liens, des lieux de lien social avec un fort ancrage territorial qui permettent d'organiser cette coopération. Ils s'inscrivent par ailleurs dans certains scénarios de la transition 2000, enfin, des transitions 2050 de l'ADEME, de coopération, de frugalité à plein d'égards. Je ne m'étendrai pas là-dessus pour pouvoir rentrer plus rapidement dans notre sujet. Et évidemment, les collectivités, tous les partenaires des tiers-lieux peuvent s'engager auprès d'eux pour les soutenir, pour les aider à passer à l'échelle et à essaimer toutes les solutions qu'ils peuvent mettre en place dans leur lieu. Avec, comme le disait déjà Karine, du soutien dans le financement et avec des partenariats, avec de la coopération, mais également en les accompagnant, en les outillant et en leur facilitant certains accès à des compétences et à des dispositifs pour pouvoir prendre soin des travailleurs et des travailleuses. Pour rentrer dans notre thématique de l'économie circulaire, on a pu remarquer avec l'étude qu'effectivement, c'était un sujet très investi par les tiers-lieux de diverses façons. Déjà, à travers le choix qu'ils font dans leurs activités économiques, ça rejoint un peu le volet des pratiques et de la gestion du lieu. On a pu remarquer que beaucoup de tiers-lieux font le choix d'achats durables, voire de réduire leurs achats quand ils le peuvent, ou en tout cas de choisir des fournisseurs vertueux. C'est par exemple le cas du Make Sense Space à Paris, qui par ailleurs a mis en place une liste de fournisseurs mis en partage avec toute une communauté de tiers-lieux sur leur territoire pour pouvoir essaimer ces pratiques-là. Beaucoup de tiers-lieux sont aussi engagés dans des modèles économiques un peu alternatifs, notamment mis en avant par l'ADEME et encouragés par l'ADEME, comme l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je pense par exemple à la butinerie qui a organisé son modèle autour de l'alimentation sous ce modèle-là, en hébergeant dans son lieu un accès à une biocoop, en s'organisant avec des centres de santé, avec la collectivité, pour pouvoir créer un écosystème autour de l'alimentation et de la santé sur le territoire de Pantin. Un autre modèle, c'est celui de l'écologie industrielle et territoriale. On a organisé un webinaire à ce sujet-là que vous pouvez retrouver sur notre site internet au mois de janvier, où on a pu donner à voir l'exemple de Villette Makers qui a investi dans ce modèle-là de l'écologie territoriale au sein de son territoire dans le parc de la Villette et qui anime une autre démarche sur le territoire du 11e arrondissement de Paris. Ensuite, les tiers-lieux vont pouvoir interagir avec les consommateurs et les consommatrices, encourager des changements de comportement et orienter une réponse à la demande de leurs usagers et usagères. Par exemple, avec la mise en place de solutions de consommation collaborative, donc des bibliothèques d'objets ou objets tech, des outils tech, des matériaux tech. On pense évidemment à la bibliothèque d'objets de Montreuil qui est un bel exemple de ce type de solution. Mais c'est aussi le cas, par exemple, de la partagerie à Clichy, qui est un lieu qui s'est organisé autour de la réduction de la consommation, du partage et de la mutualisation, qui a créé aussi une bibliothèque d'objets ainsi que des ateliers de réparation, de sensibilisation, etc. On a le Simplon Lab qui met en partage ses outils. On a aussi le plateau fertile de Fashion Green Hub qui a créé une solution de sourcing de matériaux pour pouvoir créer une matériothèque accessible aux professionnels et aux membres de leur réseau. Ensuite, on a des tiers-lieux qui vont se spécialiser autour du réemploi solidaire. Donc, bien sûr, on connaît les ressourceries et les recycleries. Il y a beaucoup de tiers-lieux qui mettent en place des solutions de collecte, de valorisation, de redistribution et de sensibilisation, comme par exemple l'ébullition à Palaiseau,
en plus de leurs activités qui peuvent tourner autour d'ateliers de réparation, d'événements, de convivialité. Ensuite, on va avoir d'autres solutions comme la location ponctuelle d'équipements. Je pense ici au Crapaud qui permet la location de matériaux scéniques qui sont difficilement stockables pour des petites compagnies et qui permettent donc de les stocker, de les utiliser ponctuellement puisqu'on n'en a pas forcément besoin chaque jour. On a évidemment l'exemple du village du réemploi qui montre la manière dont on peut aménager et réaliser des travaux bâtimentaires de façon durable. On a aussi des lieux qui permettent l'ameublement en mobilier et en équipement de réemploi. Je vous ai cité ici La Forge qui, sans forcément le revendiquer d'ailleurs, collecte des meubles et les redépose ensuite à la recyclerie du Gâtinais pour permettre ce circuit de réemploi. Et puis, on va avoir des lieux qui vont organiser des ateliers de réparation ou des activités d'upcycling, comme des repair cafés, des ateliers vélo, mais qui vont aussi réfléchir à la production de produits en matériaux upcyclés. On a aussi les Fab Labs qui sont de bons exemples dans ce volet-là, puisque Pascal Léon, qui a rédigé le chapitre de notre étude sur l'économie circulaire, le mentionne. Ce sont de hauts lieux de bidouille où on essaye de trouver des solutions pour pouvoir réduire la consommation de matériaux, favoriser le réemploi au maximum. Et puis enfin, on va avoir des lieux qui vont se spécialiser autour du recyclage et de la transformation de matière, à la fois sous un volet expérimental, mais aussi pour produire des objets et les mettre ensuite à disposition à la vente, et aussi organiser des ateliers de sensibilisation autour de ça. Et là, je vous ai cité le Fab Lab de La Verrière à Montreuil, avec sa machine Precious Plastique, qui organise tout ça, qui collecte, qui recycle et qui fabrique à nouveau des objets à partir de plastique et de matériaux difficilement recyclables dans les circuits habituels. Voilà un peu un panorama de ce que font les tiers-lieux autour de nos sujets d'économie circulaire. Donc on peut voir qu'effectivement, ils agissent dans bien de nombreux domaines, que ce soit autour de la matière ou de l'alimentation ou encore de la sensibilisation. Vous pourrez retrouver dans notre étude tout un tas d'autres actions que peuvent faire les tiers-lieux autour de l'économie circulaire, mais pas uniquement. On a pu travailler, comme je vous le disais, autour aussi des low-tech, de la mobilité, etc. Et je vais vous mettre le lien dans le chat pour pouvoir aller y jeter un œil. Et un tout dernier mot pour vous mentionner, pour pouvoir découvrir un peu plus ce que font les tiers-lieux autour de la transition écologique et de l'économie circulaire sur notre grande rencontre du 15 avril prochain qui aura lieu à Césure et qui nous permettra de mettre en avant, de mettre en discussion toutes les actions que font les tiers-lieux autour de la transition écologique, mais bien sûr au-delà également. Merci Voilà. beaucoup Adèle pour cette belle présentation. On est déjà un petit peu en retard, mais on va y arriver. Et donc, on va passer tout de suite à David Albouquer, donc chargé de mission innovation urbaine et urbanisme transitoire à la région Île-de-France. Il va nous faire une présentation et une sélection de tiers-lieux de l'économie circulaire qui sont soutenus par la région pour les 10 ans de l'AMI urbanisme transitoire. David, C'est ça. c'est à toi. Si tu as ta Ouais. présentation. Alors, est-ce que vous le projetez vous ou pas? Parce que moi, mon bouton partage est marqué seuls les organisateurs peuvent partager le contenu. D'accord. Alors, est-ce que Karine, tu as sa présentation ou pas? Oui, bien sûr, je vais lui passer la présentation. Alors, Est-ce que tu veux quand même commencer un petit peu, Oui, bien David? sûr.
Bon, enchanté en tout cas à tous. Donc, je suis avec Louise Thévenon aussi qui nous accompagne en stage sur l'urbanisme transitoire, puisqu'en fait, comme tu disais, on travaille sur un ouvrage pour valoriser 10 ans d'expérimentation urbaine, ce qui implique bien évidemment les sujets auxquels on va parler aujourd'hui, les tiers-lieux, l'économie circulaire. L'objectif de cet ouvrage, c'est de donner à voir tous les projets que la région a soutenus depuis 2016 avec un dispositif donc, qui s'est intéressé à des projets d'urbanisme transitoire. Alors, est-ce que je peux passer la suivante ou pas, ou est-ce qu'il faut... Ouais, très bien. Du coup, donc, pourquoi on fait le lien un petit peu avec les tiers-lieux et l'urbanisme transitoire? C'est parce que un grand nombre de tiers-lieux, en fait, reposent sur ces logiques transitoires. La définition qu'en donne l'IPR, vous la connaissiez peut-être déjà, ce sont en fait toutes ces initiatives qui visent sur des terrains, des bâtiments inoccupés, à réactiver la vie locale de façon provisoire lorsque l'usage du site n'est pas déterminé ou que le projet urbain immobilier tarde à se réaliser. Le schéma qui est en dessous, c'est un peu simplifié, mais c'est un peu l'idée. Vous avez un site, une occupation initiale, souvent c'était un site industriel qui devient obsolète, parfois tertiaire, hein, c'est beaucoup des bureaux, site à l'abandon, occupation temporaire, donc là c'est des nouveaux usages, donc souvent des lieux un peu hybrides, sous forme un peu de tiers-lieux, et puis après on a une nouvelle occupation, donc l'un des projets les plus connus c'est celui des Grands Voisins. Et pourquoi on s'y intéresse? Parce que c'est la slide suivante. Par rapport à notre sujet, c'est qu'il nous semble que c'est aujourd'hui un peu les lieux transitoires qui incarnent, enfin en tout cas qui reprennent les principes de l'économie circulaire. En tout cas, aujourd'hui, semblent porter ces principes de manière extrêmement forte, puisque en fait, le principe d'un lieu transitoire, c'est un lieu qui est temporaire, hein, mais qui fait le lien avec la suite. Et donc, c'est déjà à l'échelle du territoire. On est dans des logiques de recyclage urbain, puisque l'idée, c'est de réutiliser du foncier qui est en friche, des bureaux inoccupés, etc. Donc, dans une logique de faire la ville sur la ville, en fait, la logique un peu ZAN. Donc, nous, on est la direction de l'aménagement, donc c'est pour ça que je parle pas mal de ces outils d'aménagement. Il y a le schéma directeur de la région Île-de-France. Et il y a cet impératif de sobriété foncière à l'échelle du grand territoire régional et donc de limiter le plus possible l'artificialisation. Donc on est vraiment dans une logique de réutilisation du foncier. Au niveau du bâti, on est dans des démarches le plus souvent d'éco-conception des bâtiments, puisque en fait, comme on est dans du temporaire, ça veut dire qu'on a une contrainte qui est celle de penser la suite. Et ça veut dire qu'un lieu transitoire, il peut être amené à bouger. Et donc, il faut de la sobriété dans les aménagements. Il faut penser réversible, penser à movibilité des mobiliers. Et aussi le principe de chantier vertueux, donc souvent des chantiers participatifs avec des matériaux en réemploi, des matériaux biosourcés. Donc on est dans des logiques très vertueuses dans ce domaine-là. Et puis bien sûr, après, il y a les pratiques dans ces lieux transitoires autour des activités circulaires, la gestion vertueuse de l'exploitation du lieu, c'est ce qui a été un peu dit précédemment, et tout ce qui concerne la sensibilisation au comportement de consommation responsable. Je pense que ça rejoint en fait tout ce qui a été dit avant, qui va être dit aussi sur ces tiers-lieux, mais qui ont cette dimension transitoire. Avec aussi l'idée, donc, ok, donc on passe il y a plusieurs dimensions dans ces lieux transitoires. Il y a l'idée donc du changement d'usage, parfois de manière assez spectaculaire, comme c'est le cas par exemple à Lillo, sur l'île Saint-Denis, qui est un lieu ouvert qui était une ancienne décharge de remblai de plusieurs hectares et qui s'est transformé en un lieu hybride autour de l'insertion et on travaille aussi à renaturer en fait toute cette immense, cette immense parcelle, avec aussi une réflexion sur les substrats fertiles, sur les technosols, sur la plantation d'arbres dans le chantier de réinsertion. La Balise, qui est un lieu situé à proximité, donc c'est l'association Alage qui pilote ces lieux, qui est un tiers-lieu de l'ESS et qui est aussi un ancien bâtiment industriel qui a été réhabilité
en quelques mois et qui va perdurer un certain nombre d'années. On a aussi des logiques d'architecture frugale, comme le fait Bellastock, qui est spécialisé dans ce domaine, ou la Facto, par exemple à Montreuil. La Facto, c'est intéressant, en fait, ils ont des sortes de bases de vie. Donc, ils s'installent dans des parcelles inoccupées, ils activent la parcelle. Alors, souvent, c'est dans des quartiers en renouvellement urbain, où parfois, il y a des projets d'espace public qui sont prévus. Mais en fait, eux, ils vont rester quand même plusieurs années pour créer des lieux avec des cuisines low-tech, des espaces de bricolage, créer voilà, des lieux un peu nomades, mais qui permettent, c'est finalement un peu des tiers-lieux nomades, avec une multiplicité d'usages et des enjeux de sobriété très fortes. Enfin, tu peux passer la suivante. On a aussi, bien évidemment, donc je parlais tout à l'heure des activités qui ont lieu dans ces lieux. La PADAF Antony, qui était un haut lieu de l'ESS et de l'économie circulaire, alors qui s'est pas, malheureusement, qui n'a pas pu durer pour des raisons d'inadéquation avec le propriétaire. On pourra en reparler. Mais en tout cas, voilà, il y avait un véritable écosystème qui s'est développé ici. Et puis les Amis Roussel à Romainville, qui est intéressant, puisque c'est une sorte de colocation entre une start-up dans l'upcycling et un café solidaire local. Et donc, en fait, ils sont un peu en coloc ensemble. Et il y a vraiment une logique de circuit court au niveau des mobiliers du café et dans les usages en fait, qui ont lieu entre ces différentes entités. Il y a vraiment des synergies qui existent et qui montrent qu'on peut vraiment créer des lieux assez innovants avec des modèles économiques qui fonctionnent. Et puis, bien sûr, les lieux ressources. Et ça, je pense qu'on va en parler largement, le TLM, l'idéal. Mais ces lieux-là, en tout cas, ont reposé sur cette logique donc de transitoire, c'est-à-dire une occupation qui était au départ temporaire de quelques années, ce qui a permis à ces lieux de mettre en place, de stabiliser leur modèle économique, voilà, d'expérimenter un peu les usages et puis après de gagner en stabilité et de se perdurer. Et la dernière slide, c'est simplement en résumé pour dire, voilà, il y a des opportunités vraiment intéressantes sur l'approche transitoire, sur la dimension de sobriété et d'agilité, puisque, voilà, ce que je disais, on doit penser au fait que potentiellement le lieu est amené à être transféré ailleurs. Donc, il faut penser vraiment la mobilité et la sobriété. Ce temps transitoire, il permet aussi de réfléchir à la gouvernance. De petit à petit la stabiliser en créant une communauté d'acteurs engagés, en réunissant des partenaires, et puis en stabilisant aussi le modèle économique. Et bien sûr, les écueils, enfin les points de vigilance, c'est souvent les besoins financiers au démarrage, parce que voilà, il faut un peu d'argent quand même pour démarrer ces activités. Ça demande des moyens humains aussi, en termes de gestion, d'animation. Donc on a des besoins en termes de financement de fonctionnement. Et puis après, les contraintes liées au temporaire, comment on atterrit sur le long terme, comment on passe du temporaire au pérenne. Il y a aujourd'hui des outils qui existent pour pouvoir pérenniser les lieux. Mais ça, c'est un vrai enjeu de pouvoir faire perdurer ces lieux le plus longtemps possible. Merci beaucoup David et puis merci Adèle et Karine aussi pour toute cette première partie là sur les enjeux et les spécificités de l'économie circulaire dans les tiers-lieux. On va passer tout de suite à la deuxième partie et puis n'hésitez pas dans le chat à poser quelques questions, on essaiera d'y revenir à la fin. Et donc maintenant ça va être les paroles d'acteurs, les retours d'expérience et donc on va commencer avec l'idéal, un tiers-lieu de la consommation responsable donc à Ris-Orangis dans l'Essonne. Et donc, il va y avoir une présentation d'Estelle Montagu, coordinatrice générale de l'association, et puis Laurie Fasgraf, chef du service sensibilisation et réduction des déchets à Grand Paris Sud. Merci à toutes les deux. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais partager. Bonjour. C'est bon, on voit. C'est bon? Parfait. Ça va venir. Parfait. Je vais faire un petit mot d'introduction, effectivement, concernant la communauté d'agglomération Grand Paris Sud. Donc, on a un programme local de prévention des déchets dans lequel s'inscrit effectivement la partie réemploi, que ce soit dans la partie éphémère, donc, ou la partie pérenne. Et dans ce cadre-là, l'agglomération accompagne les associations comme la Tribu sur la pérennisation, la recherche de locaux, mais également sur la partie financière, avec une convention d'objectifs et une subvention pour justement alimenter
les besoins de l'association. Estelle, je te laisse la parole. Alors, l'idéal, c'est donc le tiers-lieu de l'association La Tribu. Alors, La Tribu, c'est une association qui a maintenant 10 ans, qui s'est créée dans le garage d'une colocation et au début qui voulait faire de l'écologie en milieu urbain et a commencé surtout par les ateliers de co-réparation vélo. En 2019, la mairie de Ris-Orangis, étant au courant que l'association cherchait désespérément un local, lui a donné la possibilité d'être dans un local de 300 mètres carrés dans un écoquartier de Ris-Orangis. Et depuis, l'association s'y est installée. L'association fermait, enfin le tiers-lieu fermait pendant l'hiver parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Donc l'association avait fait quelques installations comme des toilettes, des points d'eau, mais le chauffage et l'isolation n'existent dans le lieu que depuis l'année dernière. Donc l'année dernière, l'association y a remis ses meubles de façon plus définitive, puisque là, plus de fermeture l'hiver, plus de déménagement dans une toute petite boutique pour essayer de faire durer les activités. La tribu, c'est aussi 2 autres sites, un à Corbeil-Essonnes et un à Évry. Le fait d'ouvrir 2 autres ressourceries a permis d'équilibrer le modèle associatif de l'association. Mais on va revenir à l'idéal. L'idéal aujourd'hui fait donc une ressourcerie, un café associatif, des ateliers de co-réparation vélo, puisque c'était l'ADN de l'association, et aussi de la co-réparation électronique. On fait aussi un point d'AMAP en partenariat avec la ferme de l'Honnête de Ris-Orangis et aussi un sauvetage de légumes avec les Biocoop des alentours. Pour le sauvetage de légumes, c'est ce qui nous permet de faire aussi des ateliers de sauvetage d'anti-gaspi cuisine auprès des visiteurs de l'association. La halle étant assez grande pour accueillir beaucoup de monde, on fait aussi des concerts, on présente des fresques, des conférences et des expositions, toujours en lien avec la transition écologique. Le lieu accueille aussi des ateliers de sensibilisation, donc la co-réparation vélo, mais aussi tous les ateliers faire soi-même, donc la cuisine, la couture, le crochet, de l'upcycling à partir de déchets. On a aussi un lombricompost et un compost parce qu'on a un petit espace extérieur, un espace vert que l'on anime et que l'on fait grandir tous ensemble avec les bénévoles. Et les visiteurs, parce que du coup, tout le monde est impacté dans le quartier. Tous les gens qui souhaitent participer aux activités participent. Et donc, on essaye de transmettre un maximum de gestes. Et étant en appartement beaucoup sur le quartier, les gens sont vraiment beaucoup en résidence d'appartement. On a du coup développé, en plus du compost, le lombricompost pour du coup essayer vraiment de sensibiliser les gens au maximum assez pratique. La micro-ressourcerie, merci Laurie. La micro-ressourcerie, du coup, pour encourager la seconde main. C'est aussi une pratique que l'on fait dans le cadre de l'aménagement de notre lieu. On favorise toujours le réemploi, la seconde main. Donc, on est partenaire de beaucoup de réseaux. Et puis, le bouche à oreille fonctionne très bien quand on fait appel aux bonnes volontés des bénévoles ou des visiteurs. Ils nous aident souvent à nous meubler. Donc, ça, c'est une grande partie. Nous pesons tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Et c'est pour ça que notre partenariat avec Grand Paris Sud est vraiment très important. Du coup, même les dons qui sont faits à l'association sont pesés dans le réemploi pour meubler les lieux. Ensuite, Alors, il faut oui, vas-y, savoir pardon, que du Laurie. coup, nous, la partie ressourcerie, c'est quelque chose qu'on a décidé de vraiment développer sur le territoire de Grand Paris Sud. Donc, on accompagne la partie essonnienne et seine-et-marnaise de notre territoire pour la partie ressourcerie pérenne et éphémère. Donc, très souvent, le côté éphémère, alors, on aimerait bien faire des tiers-lieux éphémères, mais c'est un petit peu plus contraignant, surtout au niveau des espaces. Le foncier est très important, encore une fois. Donc dès qu'on peut, avec les bailleurs en pied d'immeuble, on essaye de faire des ressourceries dites éphémères, ou alors dans des maisons de quartier ou dans des écoles pour justement ne serait-ce que faire connaître la partie ressourcerie, faire connaître les ressourceries pérennes et développer du coup cette notion de seconde main et cette notion de réemploi et d'économie circulaire sur le territoire.
Je t'en Merci, prie, Mélodie. Estelle. Du coup, l'activité ressourcerie, ça a été une des activités qui a vraiment lancé la vie du tiers-lieu. Et c'est aujourd'hui vraiment une activité dont le tiers-lieu ne pourrait pas se passer, parce que c'est vraiment une entrée pour découvrir le lieu, rester, puisque du coup, venir et sentir les odeurs de cookies ou de café aide à se poser du coup au café associatif et à échanger avec les gens présents, les bénévoles et les salariés de l'association pour découvrir le lieu et les différents lieux de l'association aussi, puisque du coup, nous sommes sur 3 villes aujourd'hui. Du Exactement. Et nous aidons également, du coup, l'association La Tribu à s'intensifier et à se pérenniser sur les autres communes, aussi bien sur Rissorangis, mais également sur Corbeil-Essonnes et Évricourt-Couronne, que ça soit bien sur le parti financière, donc avec la convention qu'on renouvelle, mais également sur la partie foncière, notamment sur Corbeil-Essonnes, pour comment trouver des locaux adaptés, d'une taille aussi adaptée, hein, puisqu'effectivement, pour ce type de lieu d'accueil, il faut quand même pas mal de mètres carrés pour vraiment faire un projet en commun avec et en co-construction entre l'association, la commune et l'agglomération. Parce que très souvent, la commune, ils voient vraiment un réel bénéfice que l'association se positionne sur sa commune. Donc c'est pour ça que là, la tribu a énormément de chance que la commune de Rissorangis l'accompagne pour la partie foncier, mais également sur la partie Évricourt-Couronne et Corbeil-Essonnes, effectivement, il y a aussi un accompagnement des communes pour justement faire pérenniser l'association. Oui, tout à fait. Et sans ces partenariats, les lieux ne pourraient pas exister. Et il faut savoir que le modèle, l'idéal, tient bien son nom, puisqu'en fait, c'est l'idéal de l'association. Donc, c'est vraiment ce que l'on souhaiterait dupliquer sur les autres sites et qui va désormais, justement, être possible sur Corbeil-Essonnes avec le déménagement vers un site plus grand et plus adapté aux activités de l'association. Et grâce au soutien de Grand Paris Sud et des mairies, on a vraiment pu trouver un lieu qui ressemble à nos activités. Voilà, Merci beaucoup. Ouais, merci à c'était vous. parfait. Belle présentation donc de ce tiers-lieu, l'idéal. Et on va passer maintenant au secteur de Grand Orly-Seine-Bièvre avec tous les tiers-lieux du réemploi. Donc, il y aura Mélodie de Pinot-Olivera, qui est directrice déléguée à la stratégie de prévention des déchets, et Morgane Raffé, chef de projet économie sociale et solidaire, qui vont donc nous faire une présentation un petit peu de ces différents lieux sur Grand Orly-Seine-Bièvre. Merci aussi à toutes les deux. Bonjour à toutes et merci mesdames et merci pour les présentations précédentes qui étaient super qualitatives. Donc voilà, comme nous le disions à l'instant, présentation qui se fera à deux voix. Donc pour ma part, Mélodie de Pignot-Olivera, directrice déléguée à la stratégie de prévention pour le PT. Et puis Morgane Raffé qui est surtout sur la partie des vécos et je la laisserai se présenter si elle est avec nous. C'est Morgane, t'es bon. avec nous? Ouais. Bonjour. Merci Mélodie, donc Morgane Raffet, chef de projet économie sociale et solidaire au sein du pôle développement économique et emploi du territoire. Alors, l'objectif, ça va être dans un premier temps de vous présenter un petit peu le territoire. Donc, le PT Grand Orly-Seine-Bièvre, c'est une coopérative de 24 villes qui se trouve au sud-sud-est de Paris, collée un peu au 13e, 14e arrondissement, donc qui s'étend de Ivry jusqu'à Viry-Châtillon. Et du coup, nous, on a un territoire donc, qui se découpe sur deux départements. Voilà, on a le Val-de-Marne et l'Essonne. Et particularité aussi qui a une importance sur le sujet des déchets et de la prévention, c'est que nous avons sur le territoire 4 syndicats de traitement différents. Donc forcément 4 syndicats de traitement différents, c'est aussi 4 politiques autour de la sensibilisation et du réemploi et de la prévention qui sont différentes. Donc c'est un territoire qui comporte depuis l'année dernière un peu plus de 730 000 habitants. Qui a plusieurs compétences en propre, en totalité ou en partie sur l'ensemble des villes. Mais pour les compétences développement économique et déchets prévention, des compétences qui sont totalement dévolues à l'EPT sur l'ensemble des 24 villes.
Je vais rapidement parce que en plus on a un petit peu de retard sur le timing, donc on va passer assez vite. Nous, l'objectif là, ça va être de vous présenter un petit peu 3 exemples de structures type tiers-lieux sur notre territoire et de vous présenter ensuite comment on accompagne ces acteurs sur le territoire, à la fois au niveau déchets et à la fois au niveau d'Aveco. Alors, pour commencer, donc on a choisi ces 3 tiers-lieux. Le premier, c'est la mine qui est située à Arcueil et à Gentilly, qui est donc une association constituée en chantier d'insertion, qui est un tiers-lieu, enfin qui se définit voilà, comme un tiers-lieu dédié au réemploi, à l'innovation sociale et à l'éducation populaire, et qui est également labellisé Fabrique de territoire depuis 2021, qui est donc une ressourcerie, un café associatif, également un Fab Lab, et qui porte, via la Fabrique de territoire, un parcours de formation au métier des tiers-lieux et qui a également un nouveau projet donc à Gentilly de tiers-lieu nourricier avec une conserverie anti-gaspi au sein de ce site de Gentilly, qui porte également en partenariat avec le PT, enfin soutenu par le PT, un projet de hub logistique dédié au réemploi sur le territoire. La mine, c'est une structure d'insertion, comme je le disais, qui compte 45 personnes en parcours d'insertion et 10 salariés permanents. La deuxième structure dont on voulait vous parler, c'était la Pagaille. La Pagaille qui se trouve à Ivry-sur-Seine, qui est aussi une association en chantier d'insertion et qui emploie 28 salariés en parcours, 15 salariés permanents, des stagiaires, des services civiques et autres bénévoles, et dont les activités en 2024 se regroupaient autour de plusieurs activités, donc 2 boutiques solidaires qui ont vendu pour l'année 2024 140 tonnes d'objets. Une ressourcerie, donc là, qui a plutôt la partie collecte, valorisation, qui a collecté en 2024 243 tonnes d'objets traités, donc 97% valorisables. Donc entre la valorisation en boutique, le don, la valorisation matière, pardon, avec le recyclage, etc., c'est 97% d'objets valorisés. Donc la pagaille, c'est aussi la bidouille, qui est un atelier vélo, qui a pu réparer 247 vélos l'année dernière, en 2024, pardon. Et puis c'est aussi une cantine solidaire. Alors jusque-là, c'était les Bocalais qui étaient sur le même site que la ressourcerie à Ivry. Donc là, c'est une structure qui fusionne, hein, les Bocalais et la pagaille, et qui propose du coup un café solidaire à partir d'un vendu alimentaire. Et qui a pu distribuer 75 repas par jour, ne serait-ce qu'en 2024. Et du coup, voilà, c'est cet ensemble d'activités qui se trouve au sein de cette association et qui en fait un lieu de vie et un lieu de lien social pour les usagers d'Ivry. Et pour finir, donc le Crapaud à Vitry-sur-Seine, qui est donc un tiers-lieu géré par la ressourcerie du spectacle et qui accueille une trentaine de structures spécialisées dans la culture et le réemploi, avec voilà, différents espaces qui sont ressources pour ces structures-là, à la fois pour du stockage de matériel, des outils de matériothèque, des espaces de formation, de la résidence pour différentes associations. C'est également donc, un lieu qui sensibilise à la réduction des déchets par le prisme de la culture et qui est un lieu globalement d'innovation sociale, voilà, assez emblématique sur notre territoire. Du coup, donc, ces 3 structures et d'autres sont soutenues par l'EPT et principalement, en tout cas de mon côté au pôle déchets, sur la partie donc prévention, sur toutes les activités de prévention, parce que ce sont des acteurs vraiment moteurs sur le territoire, autour du remploi, mais aussi autour de la question du gaspillage alimentaire, parfois même autour de la question du compostage partagé. Donc voilà, l'ensemble de ces actions qu'ils mettent en œuvre sont soutenues à titre de prestation, on va dire, tout au long de l'année, sur des mobilisations de l'EPT. Voilà, par exemple, sur la SERD, lors des fêtes au sein des villes, les fêtes de la nature, ce genre de choses. L'EPT mobilise ses acteurs pour sensibiliser les usagers à ces questions autour de la prévention, les sensibiliser aussi à l'existence de ces lieux de vie et de liens sociaux, d'ancrage local.
et pour sensibiliser aussi à tout ce qui va être du coup spécifiquement lutte contre le gaspillage alimentaire, réemploi, compostage partagé, etc. Donc, l'ensemble de ces actions, elles sont inscrites dans le plan local de prévention des déchets ménagers assimilés. Et donc, on a un budget alloué pour mobiliser ces acteurs sur tous ces temps au sein des villes pour vraiment aider aussi les villes à faire de la sensibilisation et à parler de ces lieux et de ces sujets sur des temps conviviaux ou autres. Donc ensuite, on a aussi un soutien plus conventionnel, on va dire, par le biais de conventions. Donc jusqu'en 2025, on avait des conventions pluriannuelles d'un montant maximum de 10 000 euros chaque année. Et puis, on mettait aussi en place des appels à projets Réduisons nos déchets, qui n'étaient pas annuels, voilà, qui étaient à une fréquence assez erratique, et du coup, qui permettaient de soutenir de nouvelles activités. Voilà, c'était un petit peu la course en avant. Si vous avez besoin d'aide, soyez innovants, et là, on vous aidera. Là, l'objectif, depuis 2026, depuis cette année, c'est vraiment de les soutenir dans leur activité, que ce soit des activités nouvelles ou pas. Et du coup, on a mis en place un contrat d'objectifs avec les associations qui sont en charge de la prévention sur leur territoire. Et qui là, donc c'est des montants qui ont été revus à la hausse, hein, jusqu'à 20 000 euros en fonction de leur activité. Voilà, s'ils font de la collecte, ils ont une certaine ligne. S'ils font de la valorisation, ils en ont d'autres. Et s'ils font de la sensibilisation, selon si c'est dans les murs, hors les murs, s'ils font des visites, ils ont d'autres lignes de soutien. Voilà, donc ça, c'est le soutien au niveau du pôle déchets. On soutient aussi le REFER, qui nous permet aussi de les mettre tous autour d'une table, de faire un GT réemploi et de parler de leurs difficultés, de les soutenir dans leurs projets et d'échanger aussi, de faire des retours d'expérience entre eux sur l'ensemble de leurs projets. Voilà. Et donc, on porte également une politique publique de soutien aux activités de l'économie sociale et solidaire et de l'insertion par l'activité économique au sein du pôle développement économique. Ce soutien, il se matérialise par différentes actions. Donc, soutien aux activités ESS créatrices d'emplois locaux, c'est donc un soutien qui peut s'appliquer évidemment aux projets de tiers-lieux et d'économie circulaire sur le territoire, mais aussi évidemment à tout autre type de projet d'acteurs, tant qu'ils rentrent dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc on a évidemment l'accueil, le conseil et la mise en réseau avec nos différents partenaires de l'accompagnement et du financement pour ces porteurs et ces structures. L'animation d'événements et d'ateliers, donc d'une offre de services tout au long de l'année pour les structures et spécifiquement lors du mois de l'ESS en novembre, avec une attention également pour une mise en lumière des initiatives locales de nos acteurs sur le territoire. Un soutien à l'accès à la commande publique responsable dans le cadre de notre schéma des achats publics socialement et écologiquement responsables. Également un soutien à l'accès à des locaux de qualité à des conditions abordables pour les structures de l'ESS. Et puis un soutien aux coopérations économiques de certaines filières que l'on a ciblées, qui sont le textile, les mobilités et l'alimentation, avec l'angle évidemment de l'économie circulaire qui est choisi pour les aborder. Donc évidemment des activités durables et responsables. Et puis, deux dispositifs de financement assez structurants au sein de notre pôle. C'est un appel à projet annuel pour l'ESS qui permet de soutenir des projets jusqu'à 10 000 euros et qui a soutenu depuis sa création en 2018 11 projets de tiers-lieux solidaires sur le territoire. Et également un fonds de soutien aux activités d'insertion par l'activité économique dont un grand nombre sont des ressourceries également soutenues par le service de la prévention des déchets dont vient de parler Mélodie. Voilà, donc il y a aussi cet angle-là qui est possible pour ces acteurs euh, pour être financés. Voilà pour nous. C'était parfait, merci beaucoup. On voit bien justement voilà, le soutien d'une collectivité de l'EPT par rapport à toutes ces activités. On va passer donc maintenant à la présentation de l'Escampette, un tiers-lieu dédié à la transition écologique, donc à un cours dans le PNR du Vexin, dans le Val d'Oise. Et puis, ça sera Catherine S., cofondatrice du tiers-lieu l'Escampette, qui va nous faire sa présentation et Karine qui nous fait passer son PowerPoint. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, c'est bon, merci Catherine. Alors, on a beaucoup parlé de tiers-lieux urbains au début de ce webinaire. L'Escampette, c'est un tiers-lieu rural situé à environ une soixantaine de kilomètres de Paris, dans le parc naturel régional du Vexin français. Voilà, donc on existe depuis 2021 et notre raison d'être, c'était de créer un lieu sur la thématique de la transition au sens large du terme. Et d'ailleurs, quand on s'est installé, on a eu à cœur d'aménager uniquement avec du mobilier de récupération sous forme de dons. On a été étonnés par tout ce que les gens avaient pu entasser chez eux et nous ont donné très volontiers par le biais d'Emmaüs aussi qui est à proximité. On a également hérité d'un atelier de bricolage de l'ancien propriétaire des lieux, puisque ce ne sont pas des lieux qui ont été mis à disposition par la commune, ce sont des lieux dont nous avons fait l'acquisition avec ma collègue Elisabeth Mauger. Donc cet atelier de bricolage est équipé d'outils de toutes sortes et qui nécessitent de temps en temps d'être entretenu. Et donc on a une équipe de bénévoles qui colle 1 à 2 fois par an, qui répare, qui retire la rose, etc. Au niveau du jardin, donc on a installé 5 grandes cuves de récupération de pluie. Alors évidemment, elles sont en plastique, ça c'est pas idéal, mais on les a récupérées auprès d'agriculteurs locaux, donc on leur a redonné une seconde vie. Et puis comme on a 4000 mètres carrés de jardin et qu'on est sur les principes de la permaculture, eh bien on travaille avec la matière organique qu'on récupère nous-mêmes, puisque nous fauchons dans le jardin. Et donc, ce qu'on récupère après la fauche, on le réutilise sur nos plates-bandes de culture. Mais on n'a pas forcément tout, notamment du BRF. Ça, on n'en a pas, parce qu'on n'a pas la machine à broyer. Donc, on est en lien avec la commune qui nous fournit en BRF. On est également en lien avec un habitant du village qui a une bambouserie. Et on sait que le bambou est bien utile pour de la construction, pour faire des tuteurs, etc. au jardin. Voilà, donc on fait tourner à la fois les meubles, la matière organique, les outils, tout ça est en mode circulaire et récupération. Voilà. Ce qu'on organise aussi à l'Escampette plusieurs fois par an, ce sont à la fois des formations et des chantiers participatifs. Donc, on a fait un premier chantier participatif, enfin pas un premier, mais on en a fait un autour de la construction d'une serre qu'on a voulu totalement en recyclage. Donc, on a récupéré des fenêtres usagées auprès de particuliers dans notre réseau, mais également sur les trottoirs devant les miroiteries de Mantes-la-Jolie, puisqu'on est à un quart d'heure de Mantes-la-Jolie. Et donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, la serre a été construite quasiment exclusivement avec de la récupération, donc de fenêtres. Il y a juste les parties boisées qui ont été achetées. On organise aussi des formations pour faire des réalisations low-tech. Donc, je pense que tout le monde sait en gros ce qu'est la low-tech. Pour donner ma définition, c'est que de bout en bout de l'opération, il n'y a pas d'énergie carbonée utilisée. C'est-à-dire que les matériaux sont des matériaux récupérés, donc pas besoin de les fabriquer. Au moment de la fabrication, on les fabrique avec des outils manuels, donc pas d'utilisation d'électricité, par exemple. Et évidemment, à l'utilisation, ces réalisations low-tech ne nécessitent pas d'énergie carbonée. Bien souvent, c'est d'énergie renouvelable comme le solaire, puisqu'on a créé on a fabriqué en formation, vous pouvez voir les différentes photos, un four solaire, donc c'est la photo où on voit le miroir. On a également fabriqué un séchoir solaire ou un déshydrateur solaire. On a même fabriqué des panneaux solaires pour chauffer l'air, fabriqué un rocket stove. Donc tout ça est dans un esprit de réutilisation de matériaux et donc d'économie circulaire. Et enfin,
Et enfin, depuis l'année dernière, on a lancé un projet en partenariat avec une association locale qui est la Laine du Vexin et le parc naturel régional autour du thème de la valorisation de la laine sur le territoire. Moi, je m'étais jamais intéressée à cette question et je me suis rendu compte que les éleveurs, quand ils tondent de leurs moutons, ils sont obligés de les tondre, donc ils payent pour ça. Et une fois qu'ils ont la laine, eh bien, elle leur reste sur les bras. Donc, au mieux, ils l'entassent au fond de leur hangar, mais sinon, ils l'enfouissent ou ils la brûlent. Et donc, ben voilà, à nous tous, on a décidé qu'on allait essayer de valoriser cette laine. Donc, on a organisé des tables rondes avec les éleveurs. Et l'objectif final, c'est de revaloriser cette laine en lui trouvant des débouchés. Alors, les débouchés peuvent être nombreux. Ça peut être dans l'éco-construction, dans l'artisanat, même dans le paillage sous forme de petites boules de laine, de granulés de laine. Bon, évidemment, dans le textile, mais ça nécessite une laine particulière, un traitement particulier, donc on l'a un petit peu évacué pour l'instant. Donc l'idée, à terme, si on y arrive, c'est de mettre en place une petite filière avec peut-être des créations de postes. Donc là, on est vraiment dans l'économie circulaire d'un produit qui au départ est vraiment un déchet, et bien d'arriver à en faire quelque chose qui peut générer une petite économie locale. Voilà, à l'échelle de l'Escampette, ce qu'on a pu faire autour de l'économie circulaire, qui est à l'échelle de notre tiers-lieu, qui est pour l'instant un petit tiers-lieu, mais qui travaille en coopération avec d'autres tiers-lieux. Je pense dire qu'il y a une slide qui a peut-être sauté. On fait partie d'un collectif des tiers-lieux du Vexin. Nous sommes à ce jour 6 tiers-lieux. Et là aussi, on mutualise beaucoup de choses, à la fois des matériaux, du matériel, nos savoir-faire. Et à une plus large échelle, l'Escampette fait partie d'un pôle territorial de coopération économique. Et là aussi, on développe des projets et certainement un jour des projets autour de l'économie circulaire. Voilà pour l'Escampette, je crois que j'en ai fini. C'était très bien. Merci Catherine S. Et justement, de pouvoir présenter dans tous les territoires franciliens et donc dans un secteur rural, au sein d'un parc naturel régional, voilà, une expérience tout à fait possible et hyper intéressante. Je vais passer donc à la dernière présentation. Jonas, tiers-lieu de la transition écologique et sociale donc au Mureau. On va partir donc dans les Yvelines. Et c'est Jean-Marc Sémoulin qui est président de l'association PTCE Vivre les Mureaux et directeur de la ressourcerie La Gerbe qui va nous faire donc sa présentation. Merci. Bonjour à On chacun. vous entend bien, merci. Très bien, merci. Donc juste quelques slides pour présenter Jonas dans son contexte, et puis après je vais parler un peu plus du modèle économique régénératif pour entrer plus dans les détails. Alors juste pour le situer, en fait on est avant ce tiers-lieu, c'est un PTCE, donc Pôle territorial de coopération économique, Vive les Mureaux, qui maintenant a 8 ans. Et pour être PTCE, donc il faut des citoyens, des entreprises, des associations, des services publics et collectivités, un centre de recherche ou une grande école. On a HEC dans notre CA. Et puis on a rajouté encore aussi les communautés religieuses. Donc en fait, pour avoir l'ensemble de tous les acteurs de la ville pour la transformer. Voilà. On a travaillé beaucoup sur la communication aussi autour de la ville. Voilà. Et on a pu en 7 ans toucher à peu près 10% de la population. Et avec un nouveau défi aujourd'hui de berger urbain, on touche quasiment maintenant 100% de la population. Voilà un peu dans quel contexte arrive ce tiers-lieu, qui est donc pas encore ouvert, mais qui devrait ouvrir ce premier semestre. Donc dans un centre commercial, voilà, qui s'appelait Baleine, d'où le nom de Jonas derrière, qu'on aimerait donc juste un peu végétaliser en extérieur et en intérieur, puisque le J de Jonas, ça sera jardin. Donc voilà, juste un petit peu dans son ensemble. Donc c'est un grand espace, 1400 mètres carrés, avec voilà, des baies vitrées, du parking. On imagine à l'intérieur, donc on travaille dessus, donc tout un espace de coworking, salle de réunion pour accueillir les fresques du climat, un espace événementiel
et un plateau télé, donc une salle de conférence reliée aussi avec ce plateau télé. Espace de restauration, bar, donc végétalien. Voilà, mais je passe un petit peu vite puisque c'est pas là-dessus que je voulais me... Voilà, j'arrive sur le modèle économique. Alors au début, on l'a pensé en se disant, donc nous, on n'est pas propriétaire du lieu, c'est une foncière, donc on a un loyer qui est assez cher. Il y a des charges puisqu'on est dans un lieu voilà, où il va falloir chauffer et mettre ces éléments. Et on a commencé de réfléchir en se disant on voulait avoir un équilibre économique. Et on a commencé donc d'évaluer notre besoin financier et puis de se dire combien de repas il faut faire, combien d'événements. Et là, sachant que le lieu est tourné vraiment sur la transition écologique et d'imaginer demain, on s'est dit, mais en fait, on est en train d'imaginer demain avec le modèle économique d'aujourd'hui. Et donc, comment il faut aussi qu'on ait le modèle économique de demain. Et pour arriver à penser différemment, on est parti d'un arbre fruitier, c'est ce qui nous a beaucoup inspiré les 7 premières années, et de se dire c'est quoi le modèle économique d'un arbre pour voilà, s'inspirer du vivant, puisqu'on est en train de travailler sur la transition écologique. Et ce qui nous a frappé, en voyant cette image-là et en réfléchissant sur le modèle économique de l'arbre, la première chose qui nous a marqué, c'est que les fruits de l'arbre ne nourrissent pas l'arbre. En fait, l'arbre va exister par lui-même et ses fruits vont permettre de faire d'autres arbres, donc d'être mangés, mais pour faire d'autres arbres. Du coup, on s'est dit comment on existe et quelles sont nos racines. Et puis le tronc, c'était un peu la taille de notre besoin financier. C'est-à-dire pour exister, on a besoin de quelle assiette de financement, et on est sur 50 000 € par mois, qui comprend le loyer, le remboursement de l'emprunt et le fonctionnement de la coordination, plus les charges locales. Et donc, on a réparti ces 50 000 € en 50 racines, en se disant quels seront les acteurs qui vont être partenaires de lieu et qui ont besoin à ce que ce lieu existe. Et on a commencé de lister 50 acteurs, et puis on a découvert, on en a eu plus même, mais on a découvert que des associations locales, par exemple, qui pouvaient être très intéressées par ce lieu, n'avaient pas les moyens de mettre 1 000 € par mois. Du coup, on s'est dit, notre racine, on peut la découper jusqu'à 10 acteurs qui eux-mêmes vont nommer une personne responsable, donc des radicelles, pour arriver à ces 1 000 € par mois. Donc c'est mon schéma de droite maintenant. Donc j'ai mes 50 racines, certaines sont des radicelles qui permettent de financer le lieu et de permettre qu'il existe. Donc là, c'est un don, on est ensemble coopérants, coopérateurs. Et ensuite, tout le business qui est fait dessus, c'est-à-dire les repas, l'espace de coworking, les événements. En fait, chacun redonne 20% de son bénéfice au fonds territorial qu'on a créé et qui vient financer des projets. Donc en fait, on a un lieu qui du coup est autonome financièrement par ses acteurs, et les 50 partenaires qui sont en réalité 130, puisqu'on a des racines qui sont tenues par 10 personnes. En fait, ces 130 partenaires font l'animation du lieu et en gros permettent que le lieu aussi existe. Et du coup, ça vient abonder notre fonds territorial qui permet de financer des projets locaux de la transition. Un petit peu le modèle un peu inversé qu'on a trouvé pour ce lieu, et qui permet de croiser en fait plein d'acteurs différents, puisque dans ces racines, on a aussi bien des entreprises que des associations, que des collectivités et des citoyens, des particuliers qui participent, avec vraiment cette dynamique voilà, d'entrer dans cette dimension de changement. Et on est aussi donc un peu en perma-entreprise. Je pense que c'est aussi des mots que vous avez un peu comme ça. Le fait d'avoir cette multitude d'acteurs très différents qui sont à travailler dans un même lieu, on est vraiment persuadé que c'est ça qui enrichit aussi énormément le lieu.
et pour ne pas se retrouver juste entre personnes très sensibles déjà, et que ça soit accessible un petit peu à tout ce monde-là. Voilà. Du coup, c'est un peu une vision globale, mais que vous pourrez retrouver dans la présentation qui sera disponible. Voilà. Et je m'arrête là. Ok. Merci beaucoup, J'ai Jean-Marc. couper le partage d'écran. Oui, on peut Arrêtez le rester. partage. Voilà. C'est très bien, comme vous l'avez dit, on aura les présentations qui vont arriver ensuite. On avait un peu de retard pour le coup, on est encore dans les temps, donc ça c'est parfait. On a vu pas mal donc d'informations qui a été mis dans le chat, donc surtout des liens. Je pense, Karine et Adèle et Agnès, on n'a pas vu de questions particulières, mais je ne sais pas si on veut prendre une ou deux questions avant de conclure. Si jamais il y a quelqu'un qui veut en poser une ou deux, ou que ce soit dans le chat. Alors oui, Tissot Cécile et puis Anne-Sophie de Kerangal. Oui, bonjour, Cécile Tissot de la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Tout Oui. au début de la présentation, vous avez abordé la notion de compétence de tiers-lieux par rapport aux actions que les collectivités peuvent apporter. Si vous pouvez en dire un peu plus. Au moment de quelle présentation? C'était au début, Peut-être adopter la Karine compétence ou... tiers-lieu. C'était vraiment sur les différents apports que la collectivité peut avoir. On parlait de mise à disposition de foncier ou autre, et ça m'a interpellée, cette notion. Alors je sais Oui, pas, c'était oui. l'idée. Enfin, moi, je peux répondre et éventuellement Adèle aussi, puisque je pense que tu es plus aussi en lien avec les collectivités. Donc là, c'était la région, en fait, qui était, donc c'était le pôle économie et emploi, qui avait cette compétence et qui avait orienté des fonds pour soutenir l'émergence, la création de tiers-lieux sur son territoire. Donc, c'était un fonds d'investissement. Et non de fonctionnement. Mais les lieux pouvaient avoir jusqu'à 200 000 € pour accompagner la création d'un tiers-lieu sur son territoire. Ok, merci. Peut-être juste pour compléter ce que dit Karine, quand on parle de formation et de compétences, je pense que Cécile, tu fais le lien aussi avec la formation des personnes ou les compétences qu'ont besoin des personnes sur ces lieux. Donc, ça fait peut-être le lien avec, on aura un webinaire sur cette question de la formation et des compétences dans le cadre de la communauté. Ce sera sûrement le prochain d'ailleurs. Et oui, la région a accompagné des projets territoriaux de formation, là pour le coup, pas d'investissement, mais dans sa compétence formation, accompagnement à la formation des acteurs sur ces sujets. Donc par exemple, Villette Makers a été accompagné par la région pour mettre en place l'acquisition de compétences, parce qu'il faut être assez polyvalent sur ces tiers-lieux. Et là, je vais laisser la parole à Adèle qui maîtrise bien toutes les compétences qu'il faut avoir pour gérer un tel type de projet, mais ça demande d'être aussi assez polyglotte, j'ai envie de dire. Oui, pour la gestion d'un lieu à proprement parler, effectivement, ça demande tout un tas de compétences qui vont de la question de la gestion d'un lieu, donc les questions bâtimentaires, sécurité, etc. Mais souvent, quand on va parler de compétences tiers-lieux, ça va aussi beaucoup parler de coopération. C'est vraiment ça, la plus-value des tiers-lieux sur leur territoire, c'est que c'est vraiment un acteur, un maillon entre les acteurs de terrain et puis d'autres types d'acteurs, souvent entre des habitants et des associations, des entreprises, des collectivités. Et c'est vraiment, je pense, ce sur quoi on peut aussi s'appuyer sur les tiers-lieux pour faire le lien et créer du lien sur leur territoire. Merci beaucoup, Adèle. Il y avait une question de Martina Cléry. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Oui, donc déjà un grand merci pour tout ce travail préparatoire et ces différentes présentations. C'est très, très riche. Moi, je me suis inscrite à ce webinaire. Alors, pardon, je me suis présentée, pardon. Donc, chef de projet industrie innovante et économie productive à Pleine Commune. Et justement, en fait, on est en train de, bien sûr, de regarder de près, en fait, effectivement,
comment on peut quelque part prendre en compte et porter le sujet d'économie circulaire à travers la filière de l'industrie innovante. Et aussi, je m'intéresse justement un peu de mon commentaire, ma question, je m'intéresse aussi aux différentes initiatives ou projets qui sont aussi portés en collaboration avec les entreprises, vous voyez, avec les entreprises, avec les acteurs vraiment plus professionnels entreprises, voilà. Parce que, par exemple, je m'aperçois en regardant un peu les Fab Labs, par exemple, sur le territoire de pleine commune, je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Fab Labs qui sont à destination des habitants, qui font l'objet en fait, de la médiation scientifique, de la médiation numérique, etc. Mais en fait, je m'aperçois qu'il y en a très peu, voire presque pas du tout, des Fab Labs quelque part qui peuvent être mutualisés, qui peuvent être mis à disposition aux professionnels, pour les professionnels. Si les professionnels, des jeunes entrepreneurs, souhaitent justement, je vous parle bien des entreprises, s'ils souhaitent prototyper, par exemple, voilà, s'ils souhaitent se rapprocher en fait de ces experts, de Fab Managers, etc., est-ce que c'est possible, sous quelles conditions, etc. Donc ça, c'est juste pour illustrer. Et effectivement, du coup, ce sujet plus entreprise voilà, m'intéresse en particulier. En tout cas, le rapport, les liens entreprises et ces différents tiers-lieux. Alors, Merci beaucoup. oui, je ne sais pas si Adèle ou Anne-Sophie, vous voulez peut-être faire une réponse, mais très courte, parce que maintenant, on commence à dépasser le temps. Et puis après, voilà, vous pouvez aussi rééchanger après après le webinaire. Merci. Très rapidement, peut-être de mon côté, effectivement, en fonction des lieux et des Fab Labs, par exemple, les structures vont s'adresser à différents publics. Il est toujours possible de contacter un tiers-lieu en tant qu'entreprise pour demander s'il est possible de réaliser une prestation. En général, ils sont très flexibles, ils peuvent s'adapter aussi à la demande. Et ensuite, on a effectivement des lieux qui vont s'adresser à des publics professionnels qui vont avoir des machines adaptées. Je pense par exemple à Plateau Fertile qui s'adresse à un public professionnel avec des machines pensées pour un usage professionnel, mais il peut y en avoir d'autres sur le territoire en fonction des besoins. Pour ça, n'hésitez pas sur la question des Fab Labs particulièrement à vous rapprocher du réseau Makers Île-de-France qui fédère les Fab Labs sur le territoire. Alors moi, c'était pas pour répondre à la question, c'était pour poser une question. Pour poser une question à Jean-Marc Sémoulin pour savoir du coup sur son modèle d'économie régénérative qui effectivement on trouve très intéressant en termes de nouvelles perspectives pour les territoires. Est-ce que du coup vous pourriez nous indiquer les territoires qui ont peut-être, enfin les structures qui ont déjà mis en place ce type de démarche ou de type de façon de fonctionner et du coup, voilà, est-ce qu'il y a vous allez commencer, si j'ai bien compris, là, vous lancez votre projet. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a d'autres lieux qui ont déjà mis en place cette économie, ce modèle régénératif? Alors, pas que je sache, mais par contre, on trouve beaucoup d'éléments sur l'économie régénérative. Si vous faites des recherches, il y a plein d'éléments là-dessus, puisque ça peut être à plusieurs niveaux, en fait. Donc, on trouve de la documentation dessus, voilà, que nous, on a adapté par rapport à notre lieu. Ok, merci Voilà. beaucoup. J'ai commencé à regarder. Je vais devoir Je voulais peut-être juste conclure. ajouter un Ouais. petit point par rapport à la question de Cécile tout à l'heure. On vous mettra peut-être dans les ressources à l'issue de la réunion. Il y a des formations vraiment dédiées et ça peut intéresser Martina aussi sur la coopération. Donc, il y a par exemple une formation à l'initiation à la maturité coopérative qui vraiment est dans cette logique de comment je me prépare à faire coopérer les acteurs, comment on a cette compétence, on va dire, pour agir sur le territoire. C'est des formations qui peuvent permettre de vraiment aller beaucoup plus vite dans cette activation d'un écosystème. Voilà, donc on vous le remettra dans les ressources, car j'arrive pas à le mettre là dans le chat, mais voilà, mais que du coup, il y a vraiment des
des ressources de ce type qui peuvent être intéressantes à mobiliser. Et je pourrais vous partager aussi la communauté de la métropole du Grand Paris, pardon, qui s'est fédérée autour de son programme tiers-lieu métropolitain, qui justement organise la montée en compétences, la rencontre et aussi des temps de partage entre collectivités qui sont engagées autour de ces questions de tiers-lieu. Ça peut être une ressource intéressante et si vous n'êtes pas sur le territoire de la métropole du Grand Paris, on peut aussi rester en contact parce que on travaille aussi à ce sujet-là avec A plus c'est mieux. Merci beaucoup. Donc, je vais conclure par rapport à cet atelier. Merci à tous pour votre présence. On était quand même assez nombreux, donc on est vraiment ravis. Merci à tous les intervenants. On a vraiment bien quand même compris les enjeux, les spécificités donc des tiers-lieux, les différentes expérimentations, donc des pratiques circulaires, des territoires aussi très différents. Donc ça, c'était, je trouve, très enrichissant. Et puis, comme on vous l'a dit, là, tous les supports vous seront envoyés prochainement directement par mail. On a aussi donc la plupart des documents enfin, des anciens ateliers et de l'atelier avec tous les documents, les présentations qui seront sur le site internet de l'Institut Paris Région. Et puis, pour poursuivre nos échanges, Karine vous l'a mis dans le chat. On vous rappelle qu'on a un deuxième atelier sur le même thème, donc l'économie circulaire et les tiers-lieux, qui lui se fera en présentiel le 9 avril après-midi au TLM, donc dans le 19e. Donc, c'est en même temps une visite du tiers-lieu, de petites ceintures, sa ressourcerie, et puis donc un retour d'échange tous ensemble. Et on espère donc vous y retrouver nombreux. Et n'hésitez pas aussi à le faire suivre, donc l'invitation dans vos réseaux. Et donc, vous avez de nouveau le lien dans le chat. Et puis, on vous renverra dès que tout sera prêt et l'enregistrement de ce webinaire et puis les documents. Merci encore à tous. Merci Bonne beaucoup. journée. Merci à tous. Bonne Merci. journée. Merci bien. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.